Vous avez fait 6 semaines d'entraînement pour devenir intelligent. T'es qui, toi? Attends, tu penses que 2 plus 2 égale 4, mais non. 2 plus 2 égale quelque chose. Votre grand-mère était antisémite. Baiser une femme de 80 ans, c'est comme baiser une vierge. Et j'ai baisé l'ex d'Adolf Hitler. Mais vous pouviez prendre de la drogue plusieurs fois par semaine ou une fois tous les ans? Juste un peu de cocaïne, quoi. De temps en temps, ouais, ça m'est arrivé. Combien de grammes par jour? Oh, je sais pas, mais c'est peut-être 4-5 grammes. Le trafic de drogue, je faisais passer la cocaïne via des soucoupes volantes. Donc je rentrais le soir chez moi en hélico. Et vous consommiez à chaque fois. Non, j'ai couché avec Harrison Ford pour jouer au golf en hélicoptère. Il voulait faire un plan très ras-bot de ses nénés. Bon, il vous a raconté que Marilyn Monroe n'était pas ainsi beaucoup que ça. Elle avait des mains de paysanne. Tu vois ce que je veux dire? Dans tous les soirs, tous les huissiers de France au cul. Tous les huissiers de France aussi. Un 18 trous, c'est 3h30, 4h. Surtout qu'à l'époque, c'était de gauche. C'était très de gauche. C'est parce qu'on se fait baiser au casino, on a envie de baiser ailleurs. C'est même plus propre. Mais non, mais je devais montrer ma. Je suis même pas circoncis. T'imagines un prêtre défroqué homosexuel. Quand même assez bien monté, quand même. Tout en détail sur votre façon de manger des poireaux. Bah, vous l'avez vu, non? J'étais devenu une vache, c'était horrible. Je dégaze dès que j'ai le besoin de dégazer. Sachez que pour des questions de santé, on ne retient pas un P. Vous allez crever si vous retenez vos P. Donc donc je les relâche bien volontiers. Parfois ça passe, parfois c'est bruyant. Je ne joue pas de musique avec mon cul. Et il y a un mec qui vous sort de la merde, c'est Michel Drucker. C'est dommage. Passionnant, il y a 2-3 poufs qui passent là. Moi, elle avait pris un coup de pelle quand même. Et on va rester féministe. Voilà. On va pas avoir problème, il y a des putes. Mais peut-être vous avez pas lu votre livre. Non, je sais pas écrit surtout. Il a vécu sa vie comme un jeu, comme des noces sans contrat notarié du tragique et du comique. Advienne que pourra, on se sera bien amusé. Il n'aime pas les ambiances d'état-major, il préfère les escadrons volants et les francs-tireurs. Il a vécu au présent de l'indicatif, sans autre boussole que son instinct. Il joue à la vie comme un enfant joue aux billes, dans un précipité d'exaltation et d'indolence. Les conséquences d'un acte n'étant jamais celles que l'on croit, autant s'offrir à la conséquence. Il est fastueux comme Porthos, impétueux comme D'Artagnan, noble comme Athos et subtil comme Aramis. Mais surtout, c'est D'Artagnan qui, 20 ans après, récupère ses complices et leur propose une affaire où il y a des coups à donner, des pistolets à ramasser, des miladies à châtier et de la gloire à conquérir. Alors la télé qui l'a rêvé, entre de lecture, quelques minettes et pas mal de virets, c'était cela, un mano-mano comique avec l'histoire. Pas mal. Benjamin Castaldi, bonsoir. Bonsoir, c'est pas mal, hein. Alors, Baffy, pour vous présenter, disait « À sa naissance, une fille lui a proposé l'intelligence de sa grand-mère ou la tronche de son père. Je crois qu'il a fait le mauvais choix. » C'est très drôle. C'est très drôle. Ouais. Vous citez en exergue de vos mémoires Yann Moix. Est-ce que c'est pour pas avoir d'emmerde où on n'est pas couché? Non, on est très potes. Ah d'accord, c'est un peu... On est très potes, ouais. C'est un peu la rencontre de la carpe et du lapin, mais ici on est... Oh non, il a un petit côté beauf. ça lui fera plaisir. Ça lui fera plaisir. Non, il adore Bigard et tout. Ouais, bah, c'est normal, il aime les gens généreux. Moi. Et Patrick Besson a dit dans un bouquin, ouais. Benjamin Castaldi est le seul journaliste à la télé qui lit les livres. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. Ouais. Toujours maintenant. Ça vous surprend. Hein. Mais c'est la moindre des choses quand vous recevez quelqu'un de au moins voir son film, voir sa pièce de théâtre et lire son bouquin. Mais c'est très rare. Hein. Tous les animateurs ne. Vous êtes le seul. Je sais pas si je suis le seul, mais une grande majorité, oui. Hanouna, il lit. Non, mais lui, il revendique de ne pas les lire. Oui, c'est une posture. C'est autre chose. Ça, au moins, c'est honnête. Voilà, c'est honnête. Voilà. Alors, votre grand... Est-ce que c'est votre grand-père qui a joué dans James Bond? Non, c'est mon père. C'est votre père qui a joué dans Moonraker. Ouais. Avec Michael Lunzal. Avec Michael Douglas et surtout Roger Moore. Bah ouais. Alors il fait le début du film. Hein. Il fait le début du film où il meurt tout de suite. Ah ouais. Donc il a un casque sur la tête, des lunettes de soleil, il saute en parachute et Roger Moore le rattrape et lui pique son parachute. Voilà. Petit, on vous demandait ce que vous vouliez faire comme métier, vous dites je veux faire Bernard Tapie. Ouais, c'est vrai. Toujours?
Bah moi parce que C'est mais non si mais même non mais est-ce que vous avez un peu fait Bernard Tapie du film? Vous avez tout fait. Bah, non, j'aurais bien aimé. Enfin, mais quoi qu'on en dise, il a une magnifique carrière, Bernard Tapie. Donc, je pense que c'est un des entrepreneurs les plus incroyables de ces 20 dernières années, 30 dernières années, avec les défauts et les qualités. Et surtout, c'est un desperado, c'est un aventurier, voilà. C'est un mec qui ose tout. C'était certainement pas un très bon gestionnaire, mais c'était un homme d'affaires hors pair, oui, je pense. Alors, à 7 ans, ça c'est l'anecdote est très belle, Montand vous offre une visite de l'avion Le Concorde. Bah, je crois que c'est une visite. Ouais, et c'est surprise. Et en fait, c'est pas du tout une visite, c'est que tout le monde est dans la confidence, Air France est dans la confidence, et donc je visite le Concorde et je dis bah attends, faut que je m'en aille parce qu'il va décoller, et là il m'attrape, il me dit non, on part à New York. C'est beau, pas mal, c'est pas mal. Alors, à 10 ans, vous êtes dans une maison de campagne et vous racontez dans votre mémoire que vous êtes un peu excité par la gardienne. Je repense à la rudesse des paumes de Marcel sur mon torse. Ah oui, non, en fait, non, j'étais pas du tout excité. C'est parce que Marcel, elle avait quand même 104 ans. Non. Vous êtes peut-être gérontophile, on ne le sait pas. Non. La gérontophilie de Castaldi n'est pas prouvée. C'est vrai que je me souviens très bien, elle avait des mains de paysanne. Ouais. Des gens qui travaillent la terre, qui travaillent des couteaux et qui ont des mains avec une grosse corne. Donc quand elle vous passe du Vicks sur la poitrine, j'ai l'impression que c'est un tampon-jex en fait. C'est extrêmement rugueux, oui. C'est à cause de ça que vous avez des griffes sur tout le corps? Je n'ai plus de griffes, je n'ai pas de griffes sur tout le corps. D'ailleurs, vous deviez être un enfant insupportable parce que vous déclarez « Je suis un enfant roi, j'ai toujours voulu devenir une star ». Vous deviez être odieux, non? Pas du tout. Ah, pas du tout, sympa. Mais alors, c'est moi qui ai déclaré cette connerie. Je vous promets. Vous l'avez pas déclaré, vous l'avez écrit. Merde, c'est pire. Mais peut-être vous avez pas lu votre livre. Non, je sais pas écrit surtout. Non. Alors, c'était dans lequel? Parce que il y en a que j'ai. Vous tapez le nègre. Il y en a que j'ai écrit, d'autres un peu moins. Je les ai quand même pas référencés. Non, vous avez raison. Vous avez écrit 3 ou 4, je les ai tous lus. Non. Et j'ai recopié cette phrase à la con. Non, je vais. Je crois que c'est dans celui qui s'appelle. C'est le moins bon, oui, c'est ça. Je sais pas comment il s'appelle. Il est là. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va mal. Non, tout va bien. Non, en fait, non, mais c'est possible que je voulais. Non, très tôt, je voulais absolument réussir, c'est sûr. Parce que je voulais me venger, en fait. Ouais. Je voulais me venger tel Edmond Dantès. Mais alors, ça commence très tôt, parce qu'à 12 ans, vous réalisez un film sur la drogue avec une soucoupe volante. C'est vrai. Vous étiez sous LSD Non, pas encore. Mais comme je voyais beaucoup de films déjà tout petit, et souvent des polars et des films de gangsters où il y avait toujours des grosses quantités de drogue, d'héroïne et de cocaïne. Quand j'ai fait mon film, forcément, je me suis imaginé que les trafiquants de drogue faisaient passer la cocaïne via des soucoupes volantes. Ce qui était extrêmement novateur à l'époque. C'est un mélange de Souchou et d'Al Capone. C'est exactement ça. C'est un mélange de Jacques Villeray et du parrain. Exactement ça. Ça aurait donné un beau film. Ça, je pense que. Non, mais on l'a fait. Mais il est sorti. Non, on peut le voir. Il est sorti chez ma sœur, mais dans sa salle de bain. Mais non, mais je l'ai fait ce film, bien sûr. Je l'avais co-réalisé avec Thomas Chesson. Et alors, vous l'avez réalisé avec un pote qui était le fils du ministre du Quai d'Orsay, c'est ça? Oui, Thomas Chesson. Ouais, Thomas Chesson. Le fils de Claude Chesson. Et vous avez tourné donc ça au Quai d'Orsay, là? Bien sûr, quitte à s'emmerder, pourquoi se faire chier? On avait à disposition le ministère des Affaires étrangères, et qui est le seul ministère, vous devez le savoir, il y a une résidence secondaire attitrée, à la Seine-Saint-Cloud, énorme. 25 hectares et avec 15 ou 16 personnes à demeure. Enfin, surtout qu'à l'époque, c'était de gauche. C'était très, très, très de gauche. Ils se faisaient servir en gants blancs. C'est pour ça que vous bouffiez des sandwichs au caviar. C'est pour être de gauche. Absolument. Absolument. Ils avaient toujours des réserves de caviar énormes là-bas. Oui, ils avaient des pots de 1 kg. Donc, nous, on se prenait ça avec de la louche et on tartinait la baguette de pain. Et comment vous avez fait la soucoupe volante? En papier, on a fait en papier, on a mis des petits fils de nylon, de pêche, et ça se voyait pas trop, avec une canne à pêche, et là, on faisait croire que c'était pas Rencontre du troisième type. Premier émoi érotique, il y avait une James Bond girl dans le film. Dans mon film? Ouais, dans votre film. Et vous lui avez dit, est-ce que tu pourrais montrer tes seins pour une scène? Non, c'est pas ça. Elle était censée avoir de la fièvre, et on avait filmé ça très... On voulait faire un plan très ras-mode de ses nénés. Ouais. On avait mis la caméra au niveau de voilà. En fait, on avait sa poitrine et elle devait avoir de la fièvre. Donc on s'est bien marré parce que c'était un orgasme, ça quasiment. C'est passé de la fièvre ou autre chose, mais visiblement elle le faisait très bien. Il y avait 2 raisons de l'aimer, c'est ça. C'est ça.
Alors maintenant, on va parler un peu de votre famille, comme vous racontez dans votre livre. Oui, c'était assez... Il est pas si mauvais, votre champagne. Il est pas si mauvais. Ouais, je vais pas boire à Il est dégueulasse ou pas? Non, franchement, il se boit. Il est bon? Non, parce que j'en ai 200 bouteilles. Donc Bon courage, alors bonne chance. si Rose m'était compté. C'est ça. Alors, vous racontez, bon, ça c'est moins drôle, mais la vie c'est ça, c'est aussi pareil, du triste et du tragique en même temps, des choses drôles. Votre grand-mère était antisémite, et alors vous avez dit toute votre enfance. Paternelle, faites voilà, ce que vous bien dites. sûr, bien sûr. Et vous... Parce que ma grand-mère maternelle était juive. Et voilà, ça. Et donc vous étiez juif. Vous étiez juif. Comment? Vous étiez juif. Bah j'étais, en fait, je le suis toujours en fait. Ouais, on change pas, vous savez. Non, vous êtes depuis 2 jours, vous êtes bouddhiste. Vous n'avez pas changé. Non, ma grand-mère paternelle était de droite, voire d'extrême droite, et à moitié antisémite et assez raciste. Ouais. Donc ça faisait un pendant avec ma grand-mère. Et assez méchante. Non, c'était pas. Enfin, si tant est qu'on puisse être. Parfois on est méchant, mais non, elle était juste. Elle n'aimait pas les Noirs, les Arabes et les Juifs. Ouais. Somme toute assez classique en France. Hein. Ouais. Alors d'ailleurs, vous dites, à propos de Montand, parce qu'on voit toujours Montand comme avec trait de gauche, vous dites il est devenu de droite à cause d'un mec que j'ai reçu la semaine dernière, Alain Minc. Ah oui, vous savez qu'Alain Minc a cette qualité ou cette vertu de conseiller absolument tout le monde. Voilà. Même moi, il m'a conseillé là pendant une heure, mais j'avais rien à foutre. Donc cet homme extrêmement brillant qui a écrit le seul bon livre qu'il ait écrit qui s'appelle La machine égalitaire. Oui, parce que les autres, il les a photocopiés. Voilà. Cet homme-là conseille depuis 40 ans, peut-être même depuis 45 ans, l'ensemble des gens en politique et ceux qui veulent venir en politique. Donc, donc c'est son métier. Et quand Montand avait 14 ou 15% d'intention de vote à la présidentielle de je ne sais pas quelle année d'ailleurs, 92 ou 93, je ne sais plus laquelle, 92 peut-être, il l'a conseillé, oui bien sûr. Et pourquoi Montand disait quand il mangeait une salade, il disait mangez bien cette salade, elle me coûte 6 000 francs par mois. Absolument. Parce que comme il avait, vous savez, les grands-parents, ils avaient une maison de campagne et ils aimaient cultiver leur jardin. Oui, ça c'est très. C'est un truc de riche. C'est ça. Ils cultivent sa tomate, sa courgette. Voilà, la tomate, la courgette, la salade. Ils avaient leur viande, leur veau, etc. Les vaches, les poules, etc. Les admiratrices qui arrivent. Mais ne faites pas attention. Mais le fait d'avoir son jardin lui coûtait une fortune tous les mois. Donc il dit que ça lui coûtait 6 000 francs par mois, parce qu'il fallait payer les gens pour faire la salade. Voilà, ce qui était assez drôle. Mais vous avez hérité de son talent pour les claquettes. Pas mauvais pour les claquettes, oui. Comme Vincent Cassel. Vincent en fait beaucoup mieux que moi, oui. Ouais, mais vous en faites toujours des claquettes? Toujours, bien sûr. C'est drôle ça. Ouais. C'est drôle, je suis assez ridicule, mais c'est pas mal. Alors Montand vous a raconté plein d'histoires sur sa vie. Ouais. Et notamment, il vous a raconté que Marilyn Monroe n'était pas un si beau coup que ça. J'ai écrit cette connerie encore. Alors là, je sais, vous allez me dire, j'ai pas écrit. C'est pas Change 68. Vous avez écrit que c'était un mauvais coup et qu'il avait été très déçu. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi? Il n'est pas rentré dans le détail. Vous n'avez pas de détails un peu croustillants? Si, j'en ai, mais je ne vais pas vous les donner. Vous êtes chiant. Mais non, c'était pas un bon coup. Vous savez, vous savez qu'elle était totalement érotomane, Marilyn Monroe. Donc je pense que nymphomane. Non, elle était érotomane. Est-ce qu'il est différent? C'est différent. Je sais qu'elle a été condamnée plusieurs fois pour atteinte aux bonnes mœurs dans les rues de Los Angeles. Elle était un peu frabadingue. Donc je pense qu'elle était érotomane. Donc elle était plus centrée sur elle-même que sur le partenaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, je laisse un silence pour que vous en disiez plus. Non, j'en dirai pas plus. Mais je sens que vous n'allez rien dire plus, merci. Et alors, comment Signoret qualifier cette relation entre Montand et Marilyn? Comment elle a eu cette phrase remplie d'orgueil féminin et qui veut rien dire et tout dire. Connaissez-vous beaucoup d'hommes qui n'auraient pas succombé à Marilyn? Ça c'est pour la flûte. La vérité, ça l'a détruit cette relation. 25 ans de chambre à part à cause de cette relation. Non, jusqu'à la fin de ses jours, ils n'ont plus fait jambes communes et je pense qu'ils n'ont plus jamais fait l'amour après cette affaire-là. Ouais. Enfin, ma grand-mère a retiré le rideau à 40 ans. Et qui a dit cette phrase? Coucher avec casque d'or est plus simple que de se laver avec Madame Rosa. Alors, c'est pas la phrase exacte. Il faut expliquer, c'est un peu ésotérique. C'était facile d'être l'amant de casque d'or. Il a fallu beaucoup d'amour pour rester avec Madame Rosa, ce qui est très très dur. Mais ce qui n'est pas complètement faux. Voilà, ma grand-mère, elle a devancé l'appel de l'âge. Elle s'est pas mutilée, mais elle s'est bien picolée, à bouffer. Et c'est grâce à ça qu'elle a fait une deuxième carrière incroyable. Elle a été à la fois un sex symbole dans les années 40 et à la fois une grande actrice dans les années 70. Mais c'est drôle parce que j'ai reçu la semaine dernière Mylène de Mongeau qui m'a dit que Montand et Signoret avaient été horribles avec elle. C'est possible.
Sur les sorcières de Salem. Comment? Sur les sorcières de Salem. Oui, ouais, ils étaient horribles, mais méchants, vraiment méchants, quoi. Ouais, c'est possible. Ouais. Et vous, d'ailleurs, Montand, vous l'avez écrit, donc ça, vous savez bien que vous l'avez pas écrit, mais vous l'avez écrit. Votre nègre encore là, que Montand avait des accès de violence avec les femmes, notamment, je sais pas quelle femme à lui, il a traîné sur 15 mètres par les cheveux. Ah, c'est moi qui l'ai traîné par les. Si, c'est sa femme. C'est sa femme. C'est sa femme? Ah, oui, c'est ça. C'est la grand-mère. Oui, parce qu'ils sont engueulés. Oui, c'est Oui, elle voulait absolument aller voir quelque chose à la télévision. Et comme elle était parfois très chiante, elle a insisté lourdement pour qu'on finisse de dîner. Et au bout d'un moment, ça l'a gonflé, il l'a attrapé, il l'a traîné pendant 15 mètres. Mais il était violent, Montand? Il était un peu violent, oui. Enfin, il pouvait avoir certains accès de colère, ouais. Et surtout, il croyait que vous draguiez sa femme Carole. Ouais, j'ai écrit cette connerie aussi. Ouais. J'en ai écrit beaucoup des conneries. Ouais, vous avez... Mais oui, mais c'est vrai. C'est ça de pas écrire ces livres. La prochaine fois, vous les ferez Alors, vous-même. ça dépend lesquels. Il y en a que j'ai écrit, d'autres pas. Parce que vous lisez les livres des invités, mais je ne crois pas que vous lisez les vôtres. Non, je ne prends que la Valoir et les royalties. Donc, non, c'est possible, je m'en souviens plus. Oui, bien sûr. Non, il était très jaloux, en fait. Elle était très jolie, Carole. Mais et vous dites aussi que Montand aurait abusé de votre mère à 4 ans. Alors, pas moi qui l'ai écrit, ça. Mais... C'est dans le livre? Non, c'est pas dans le mien. Vraiment? Ça, c'est garanti que c'est pas dans le mien. Bon. C'est dans celui de ma mère, peut-être. Ah oui, moi, je n'ai écrit qu'une phrase. J'ai compris alors que les relations quand on était ma mère avec son beau-père. C'est dans le livre de votre mère, pardon. C'est dans le mien. Oui, ils avaient une relation complexe, oui, c'est moins qu'on puisse dire. Très complexe, même. Ouais. Et alors... Je fais une parenthèse. À l'époque, on m'a détruit pour avoir écrit cette phrase. Aujourd'hui, à l'âge de MeToo, on m'aurait fait une stèle et on m'aurait porté au pinacle. Voilà, c'est ça. Les temps ont changé. Et d'ailleurs, il y a une scène assez terrible. C'est Signoret sur son lit de mort. Et là, vous racontez quasiment les gens qui font la teuf autour de son lit mort, qui picolent, qui bouffent du saucisson. Non, mais ils mélangent tout, là. Vous Là, n'avez pas bu de champagne, vous, pourtant. Non, mais juste ça. Non, alors, on peut me faire un test anti-alcoolique, un test drogue, je peux conduire toutes les voitures. Ah, donc, en fait, c'est un état naturel. C'est ça le pire. C'est inquiétant, mais ça va finir à Sainte-Anne. Alors, non, alors, je sais pas pourquoi, je sais pas si je mélange pas plusieurs souvenirs. Mais c'est vrai que j'étais choqué quand ma grand-mère est morte, comme on était à la maison de campagne, comme souvent après la mort de quelqu'un ou après l'enterrement de quelqu'un, tout le monde se réunit pour bouffer, picoler, etc. Ce qui est assez français, et d'ailleurs ça fait beaucoup de familles. Et je crois que j'avais été choqué de voir tous ces gens finalement rigoler et picoler et boire et bouffer alors que la mamie était à peine fraîche, quoi. Ouais, et surtout on lui prend ses bijoux. C'est pas moi, c'est personne qui prend ses bijoux, c'est ma mère qui va les récupérer. Mais en fait, vous enjolivez, comment on appelle? Enjolivez tout. Voilà. Moi, je sais pas les français. Ouais, il me manque des mots. Des fois, il me manque des mots. Il me manque des mots. Non, mais c'est vrai que j'avais été choqué parce que ma mère, sur les consignes de sa mère, avait été récupérer les bijoux. Mais je trouvais que c'était assez tôt par rapport au moment où... qu'elle était morte il n'y a pas très longtemps, quoi. Et oui, d'ailleurs, qu'à un moment après, vous étiez un peu le défouloir de Montand. Il vous parlait pendant des heures, vous étiez presque son psy. Et il vous donnait des petits billets. Alors, ça coûte combien la séance de psy de Castaldi? Alors, j'ai eu une relation très... En fait, Montand, j'ai eu une relation très proche avec lui de 18 à 21 ans. D'abord, j'habitais au-dessus de chez lui. Et comme il avait toujours dans sa poche beaucoup de Pascal, alors pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas les Pascal, c'était des billets de 500 francs. Ah putain, j'ai cru que c'était de la littérature. Non, c'était des billets de 500 francs. Il y avait Pascal dessus, des billets marrons. Voilà. Et c'est vrai que comme j'avais très bien compris qu'en passant 1 ou 2 fois par semaine le voir, j'avais des chances de récupérer quelques poignées de Pascal. Je passais le voir pour ça, mais je m'en voulais d'ailleurs, parce que parfois il me roulait dans la merde. Et juste pour le pognon, je fermais ma gueule. Je m'en suis beaucoup voulu sur ça, en fait. Mais là, il était pas très sympa parce qu'il vous disait, un jour, vous dites, t'es mon grand-père. Il a dit, non, je suis pas ton grand-père, je suis ton copain. Ouais, c'est vrai. C'est ça, de dire ça. Ouais, non, c'est pas très cool. C'est honnête, surtout. Ça n'était pas mon grand-père génétique. Je pensais que c'était mon grand-père putatif, mais dans sa tête, je pense qu'il préférait avoir un copain. Mais vous savez, il a été papa très tard dans sa vie. Donc, comme il savait qu'il n'allait pas forcément voir grandir son fils, même s'il avait vécu 10 ans de plus, il n'aurait pas vu longtemps grandir. Moi, qui étais un jeune homme de 18 ans, je pense qu'il s'est projeté dans sa paternité. C'est ça, des fois, il manque des paternités. Voilà. On est à des chiffres ici. Pas un, on vend le P de paternité. Non, mais d'ailleurs, il y a une anecdote, je sais pas, alors ça, leur fiche, on me l'a raconté il y a des années, mais qu'en fait, il voulait faire un concert pour son fils qui était tout bébé, le dernier fils qu'elle a eu, et il est allé voir un psychiatre pour savoir est-ce que
le fils, s'il a genre 3 ans, aurait un souvenir du concert? C'est possible, ça, c'est très possible. Voilà. Ah, bah, j'aurais pu lui répondre. La réponse est non. Alors d'ailleurs, en fait, Montand revient vers vous 6 mois avant sa mort. Non, 3 ans avant sa mort. 3 ans, et là, il revient vers vous. J'étais extrêmement proche de lui, je dis de 18 à 21 ans. Parce que j'habitais au-dessus de chez lui, donc forcément, et comme il se sentait assez seul sans sa femme, même s'il avait Carole et il avait son fils, j'étais le trait d'union entre le passé et sa nouvelle vie, sans pour autant avoir les scories de tout ce qu'il emmerdait dans ce passé. Ma grand-mère, etc. Donc c'est psychologiquement parlant, et c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en me voyant moi, il restait avec le passé, mais sans ce qu'il emmerdait. Maintenant, on va parler de vous. Vous avez été livreur de pizza. J'ai été livreur avec un livreur, pas livreur. Livreur. Vous avez été livreur. 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 J'ai un petit souci d'articulation. Oui. J'ai vu. Alors j'étais livreur de pizza, absolument. Vous montez une entreprise, vous les livrez pas. Vous aviez une entreprise de livrage de pizza. C'est beaucoup plus chic. Alors alors ma mère m'a coupé les vivres quand j'avais 18 ans. Ouais. Parce que je faisais des études assez médiocres. Donc elle m'a coupé les vivres et elle me dit, t'as qu'à te démerder de trouver un boulot. Comme je commandais dans une boîte de livraison de pizza, j'ai dit, je les ai appelés, je dis, vous cherchez pas quelqu'un pour livrer les pizzas? Mais bien sûr, on cherche des gens, donc je me suis pointé un peu sapé comme vous. Ils ont dit, vous n'avez pas une tête de livreur, vous avez une tête de commercial, vous. Donc, un peu de commercial s'habille en rose. Voilà. Concrètement. Voilà. Moi, si je vais comme ça à un rentre d'entretien, je pense pas qu'on prend. Donc j'ai été engagé une semaine comme livreur de pizza et ensuite comme attaché commercial. Donc je me suis retrouvé à aller démarcher tous les anciens clients. Et comme on était rue Gaudon de Montroy, qui est une rue à putes dans Paris, c'est à côté de la Madeleine, peut-être que vous ne connaissez pas cette rue, il y a plein de bars à putes, etc. Je me suis retrouvé à rentrer dans des endroits assez sordides avec des prospectus à pizza. Et vous consommiez à chaque fois. Et je consommais la pizza. La pizza, voilà. Donc, je suis rentré dans cette boîte. Jambon au fromage. Voilà, je suis rentré dans le capital de la société. Et très vite, on s'est cassé la gueule. Donc j'ai fait mon premier dépôt de bilan assez vite. Alors après votre vie, je ne vais pas forcément dans l'ordre, mais vous avez été producteur d'une ancienne star du rock qui était Esther Galil. Ouais. Ah, c'était une escroquerie complète parce que vous l'emmenez, vous buvez du Dom Pérignon, vous déplacez en Rolls, et en fait tout était bidon, quoi. Tout. Mais c'est une escroquerie complète. Alors c'est pas vraiment elle qui était une escroc, c'est que son soi-disant agent s'était servi d'elle pour me prendre un maximum de pognon, ce qu'il a fait d'ailleurs très bien, puisque je suis parti à Los Angeles m'installer à l'âge de, je sais pas, 23 ou 24 ans. J'ai pris une suite dans un bel hôtel et je suis resté un an là-bas. Un an d'hôtel, ça fait cher. Mais surtout, cette meuf a fait The Voice avec sa chanson phare, Le jour se lève. Mais c'est ça que j'ai produit. Ah oui. Ah, c'est cette connerie. Oui. Et personne s'est retourné. Évidemment, c'est normal. C'est parce que moi, quand je l'ai vu à l'époque, j'avais bouffé avec les Guns N' Roses, avec Billy Steinberg, qui était l'auteur de Cyndi Lauper. L'escroquerie était quand même assez bien montée, quand même. Donc, pendant très longtemps, tu penses que tu vas y arriver. Et en fait, tu fais que dépenser du pognon. Je crois qu'à cette époque-là, on m'a jamais offert même pas un Coca Light, je crois. Ouais, mais c'est sûr qu'elle avait la voix complètement cassée, en fait. Elle avait pas mal de talent, mais sauf que entre les photos qu'il m'a montrées, qui dataient de 1960, et quand je l'ai vu moi, elle avait pris un coup de pelle quand même. Alors, là, on n'est pas dans l'ordre. Vous avez une passion pour le casino. J'ai eu. Vous avez découvert une passion pour le casino qui allait de pair avec une passion pour les femmes. C'est-à-dire, pourquoi au casino on se fait niquer et on nique? C'est ça, parce qu'on se fait baiser au casino, on a envie de baiser ailleurs, c'est pour ça. Non, j'ai découvert le casino quand j'étais étudiant, et parce qu'on avait un prof de maths à la con qui nous expliquait qu'il y avait des probas et que si on était assez malin sur une table de casino, une table de roulette en particulier, il y avait des martingales totalement prouvées, comme quoi on pouvait gagner à chaque fois. C'est une énorme connerie. La seule martingale qui existe au casino, c'est rouge-noir. Tu mets 100 balles sur le noir, après tu en mets 200, 400, 800, etc. Bon, c'est la seule. Après le reste. Donc, et moi, il m'est arrivé un truc affreux, j'ai gagné très vite. Ah! Et quand tu gagnes très vite, tu penses que tu vas gagner ta vie comme ça. Donc, tu es étudiant, tu as 10, 15, 20 000 francs à l'époque dans la poche, tu penses que tu es le roi du monde, c'est évident. Beaucoup. Christophe aussi faisait du casino. Christophe Haïn. C'est qui Christophe Haïn? Aline. Aline, c'est qui? Aline. Ah, Aline. Celle qui l'a cherché. Il fait des yeux avec les L, lui. Aline. Oh. Alors, vous avez joué au golf avec Kevin Costner. Bien, Kevin Costner. Costner, oui. Vous avez du mal avec les lettres. Oui. Kevin Costner. Vous avez des problèmes avec les mots. Moi, j'ai des problèmes avec les lettres. Je pense que à deux, on peut faire des chiffres et des lettres. Il faut mettre un sous-titre pour les un sous-titre totalement. Parce que là, vous ne trouverez pas les mots. Moi, l'articulation, c'est une catastrophe. Avec Kevin Costner, oui. Kevin Costner. Absolument.
Mais en plus, le pire, c'est que j'avais écrit Kevin Costner sans savoir du tout qui c'était. Oui, j'ai joué avec Kevin Costner au golf parce que je suis arrivé pour jouer au golf en hélicoptère et que forcément, quand une star américaine voit un connard descendre d'un hélico, il pense que c'est un homme sympathique et riche. Donc il m'a proposé de faire sa partie puisqu'il avait été planté à l'époque par son partenaire qui était l'ancien Jet Bond, qui est un acteur génial, Sean Connery. Voilà. Donc j'ai remplacé Sean Connery dans la partie. Et vous avez déjeuné avec Harrison Ford. Ça lui fait ni chaud ni froid que je remplace. Mais vous avez gagné ou pas la partie? Je crois que j'ai gagné la partie, oui. Mais ça a duré 1 heure. Ah non, une partie. Ah non, c'est long. 18 trous, c'est 3h30, 4h. Ah oui, quand même. Ouais, quand même. Et alors, c'était quoi ce déjeuner avec Harrison Ford? Un déjeuner avec Harrison Ford? Ouais, c'était dans mon mémoire. Sûr? Vous l'avez écrit? Bah, j'ai dû mentir alors. Non. Alors là, vous savez ce qu'on va faire? Dans l'émission, on mettra la page en sous-titre. Déjeuner avec Harrison Ford. Et on mettra la page en sous-titre. Non, j'ai couché avec une américaine très célèbre. Andy McDowell, ça, ouais. Ah oui. Ouais. Avec une Spice Girl. Ouais. Mais j'ai pas mangé avec. J'ai pas bouffé avec Harrison Ford, non, je crois pas. C'est mieux de nous raconter l'histoire de coucherie que de déjeuner, ça nous intéresse plus. Vous avez couché avec d'autres gens célèbres? Dans les deux cas, j'ai taillé une bavette. Oui, alors allons-y. Et vous avez passé une semaine chez Jean-Claude Van Damme? Ah oui, ça oui. Ça, il faut nous raconter. Ça, c'est vrai. Alors, il était comment? Alors, il était chargé du matin au soir. De coke? Ah bah bien sûr. Et bah oui. Et alors, ce qui était fou, combien de grammes par jour? Oh, je sais pas, mais 400 grammes, lui, je pense. Ah oui. Et alors, ce qui est drôle, c'est que donc, je suis devenu copain à ce moment-là. Je fais vraiment c'était pour Saga. Je faisais un sujet pour Saga, donc je passe une semaine chez lui. Tout se passe bien. Il monte sa chambre, les crucifix. Il y a toujours un crucifix au-dessus de sa chambre, etc. Et un jour, au bout du 5e ou 6e jour, je sonne à la porte. Il était tellement à l'ouest. Il ouvre la porte. Il dit: t'es qui, toi? Je dis: mais enfin, mais il se met dans une rage. Tu sais qu'en Amérique, quand un mec te dit de poser la caméra, c'est la loi, il faut que tu la poses, sinon Et il a manqué de me péter la gueule, et j'ai réussi à le faire revenir à la raison, mais il m'a fallu 1h30, il ne me reconnaissait pas. À quoi ça ressemble une journée de Jean-Claude Van Damme? Il se réveille, il prend 10 grammes de coke. Moi, je le voyais, j'arrivais vers 14-15 heures, il était déjà bien, soit il n'avait pas dormi, soit il était déjà bien chargé. Il fait un peu de sport. Après, tu parles avec lui, tu es bord de la piscine, il y a 2-3 poufs qui passent là, comme ça. Vous avez fait dire pute et après vous avez dire pouf. On va rester féministe, voilà. On va pas avoir problème, il y a des putes, non, des poufs. Des poufs. Il y a des poufs. Voilà. Après, vers 18h, il veut aller bouffer, il prend sa bagnole, il en excès de vitesse, il roule à 300 à l'heure sur l'autoroute. Après, tu es dans un bar, il est chargé comme un mulet, tu rentres chez lui, il est, je sais pas, à 3h du matin, et voilà. Et c'est également qui fait ses théories philosophiques sur Dieu, l'âme. Ah, c'est tout le temps. Ah, d'accord, ok. C'est là où il t'explique que tu te rends compte que l'oiseau, il est porté par l'air. C'est très fort. C'est très fort. C'est très drôle, ça, l'oiseau est porté par. On dirait un sketch absurde. Mais c'est génial que l'oiseau est porté par l'air. L'oiseau est porté par l'air. Il n'y avait pas d'air que l'oiseau. Et que l'avion est porté par quoi? Ah, bah, ça, il n'en parle pas. L'avion, c'est un gros oiseau. Tu penses que 2 plus 2 égale 4, mais non. 2 plus 2 égale quelque chose. Il est perché, le mec. Et d'ailleurs, à propos d'avion et d'air, vous avez voulu être directeur d'une compagnie aérienne? Non, je sais pas. Non, j'ai failli être engagé à El Al. Mais vous deviez devenir juif pour ça. Mais non, j'étais juif. Mais vous deviez faire Shabbat, tout. J'étais pas converti. On devait vous circoncire. Je ne suis même pas circoncis. T'imagines que vous fassiez couper la teub à 19 ans, ça fait chier quand même. Donc, non. Moi, on me l'a fait à 15 ans, ça fait pas mal. Mon fils aussi, on me l'a fait à 15 ans. Ah ouais, aucun problème. Aucun problème. Donc, non, j'étais. C'est même plus propre. Mais non, mais je devais montrer ma descendance. Je veux mettre Et en fait, j'avais pas baqué tout bas et tout le merdier, donc c'était très compliqué. Maintenant, on va parler du loft. Oui. Et c'est très fouillis comme interview quand même. Ah bon. Allez. On va en parler de tout. On va faire un petit tour de tout. Le loft, il y a une histoire géniale, c'est que Philippe Solers, qui est quand même peut-être le plus grand écrivain. Philippe Solers. Ah oui. Ouais. Des fois, je trouve que je traduise quand même. Philippe Solers, qui était le plus grand écrivain français, écrivait des articles sur Kenza du loft dans le JDD. Ouais. Et certains ont même dit que c'est Philippe Solers qui a inventé la biographie de Kenza. C'est possible. Anecdote racontée par Philippe Solers lui-même. On a parlé du loft même jusqu'à l'Assemblée nationale, on parlait de l'OANA, donc pourquoi pas. Mais vous êtes trop jeune, mais ça a été un phénomène de société dingue, incomparable. Heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, je pense que je serais mort. Et elle va comment, l'OANA?
Bah, vous l'avez vu, non? Moyen. J'ai pas la télé, heureusement. Elle va moyen. Mais elle fait 8 AVC par jour, non? Par semaine? 8 AVC par jour, mais non, mais elle a une vie compliquée, oui. Ça, c'est sûr. Faut pas se moquer. Alors, ensuite, il y a Secret Story. Ouais. C'est quoi le secret le plus fou que vous avez vu à Secret Story? Vraiment les trucs les plus dingues. Bah, c'est ceux que j'ai pas voulu prendre dans la maison. Alors, c'est que ceux que vous n'avez pas pris. Alors, c'est vraiment les trucs où vous êtes dit, ok, là, je peux pas, j'abandonne. Il y en a eu un, j'ai fait retirer du casting. On avait un prêtre défroqué homosexuel. Donc ça, j'ai dit ça, faut pas le mettre. Bon, c'est assez banal, ça, quand même. Ouais, ça, faut pas le mettre. Oui, d'accord. Parce que j'ai expliqué au patron de TF1 à l'époque, j'ai dit, moi, je peux assumer tout ce que vous voulez, des putes, des trafiquants, moi, j'ai pas de tabou de rien. Mais là, si on met un prêtre défroqué homosexuel et que, par malheur, un petit garçon de 12 ans d'appel dit, je reconnais bien le curé, c'est lui qui m'a traité que sous la douche quand j'avais 9 ans, je vais avoir beaucoup de mal à supporter l'histoire. Voilà, donc là, j'ai dit, on va pas mettre ça. On va éviter. Et d'autres trucs? Parce que des prêtres défroqués homosexuels, je pense que c'est la moitié des prêtres. Hein. Non, oui, mais sauf qu'on les a pas dans l'émission. Non, j'ai un truc vraiment rare, quoi. Un truc. On a eu un mec qui avait vraiment une balle dans la tête. C'est lui, c'est des séquelles? Bah, il avait une balle dans la tête. Alors, je sais pas s'il avait des séquelles, mais en fait, il avait vraiment une balle dans la tête. Mais il était intelligent ou... Bah, ça n'avait pas dû toucher des organes principaux. Ah, enfin, d'accord, il avait une balle dans la tête. Non, on a eu. Je vis avec un seul rein. J'ai été la première transplantée poumon, cœur. Bon, il y avait la moitié des secrets qui étaient inventés, on va pas se mentir. Ouais. Alors, vous avez fait, ça c'était terrible, la saison 3 de La Ferme Célébrité. Ouais. Et le casting était extraordinaire. Non, pourri. Oui. C'était génial, parce que je les ai tous croisés. Ouais. Alors, il y a Vendetta. Ouais. Qui m'a appelé, qui m'avait dit qu'il m'avait vu une émission de moi et qu'il pensait que j'étais la réincarnation du diable et qu'il voulait me tuer. Ah oui? Ouais. Vous avez des contacts avec vous? Bah, j'ai plus de contact avec lui, moi. Ah d'accord. Moi, il pense que je suis le diable. Non. Et qu'il m'a vu dans une cérémonie mystique. Ouais, possible, oui. Voilà, possible, voilà. Il y avait Hermine de Clermont-Tonnerre qui était à 8 grammes de pompe par jour. La regrettée, elle est morte, la pauvre. Ouais, mais elle était bien défoncée. Oui, mais la pauvre, elle est morte. Et elle est pas morte sur la moto de Jean-Luc Lahaye? Je sais pas, mais elle est morte. On se moque pas des morts. Voilà. Et Francky Vincent. Ouais, Francky. J'avais oublié qu'il y avait... Non, mais surtout, il y avait le Machon. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est le moins pire. Mais Francky Vincent, 40 ans, qui passe 12 heures par jour à faire de la couture. Oui. Il coud ses vêtements. Ouais, donc il y avait Machon, il y avait Brigitte Nielsen, il y avait le mec là, de Baywatch, là, le français franco-américain, là, David Charvet. Mais il n'y avait pas Massimo Garza? Ah non, c'était dans la ferme d'avant. Ouais. Mais il est toujours en vie, lui. Hein. Ah mais génial. Je l'ai croisé, il a toujours envie. Non mais moi j'ai fait... toujours en vie, enfin il était toujours debout quoi. Il est gâteux. Mais il m'a expliqué, moi tu sais, baiser une femme de 80 ans, c'est comme baiser une vierge. Et j'ai baisé l'ex d'Adolf Hitler. Mais il est toujours en vie. C'est vrai, toujours en train de marcher. Il existe toujours. Bon, on n'en parle plus, mais... on parle moins. Lui il parle tout seul, je pense. C'est vrai, il marche tout seul. Alors vous avez écrit, on a bientôt fini, un morceau de rap sur les P. Yo-yo, y a pas besoin que j'en fasse des caisses. Je laisse plus de vent qu'un ouragan. Ouais, ça fait vivre que je vous le confesse. Appelle-moi Benji l'odorant. Vous êtes sûr de ça là? Sûr. C'est dans quel bouquin? Dans votre dans l'émission? Dans votre édition dans la Pléiade. C'est dans la Pléiade ça. C'est quoi sur TPP? Ah oui, bah c'est pas moi qui l'ai écrit alors. Ah, pas je revendique. Vous êtes pétomane? Non, je ne suis pas pétomane. Il ne faut jamais. Sachez que pour des questions de santé, on ne retient pas un P. Vous allez crever si vous retenez vos P. Donc vous laissez. Donc je les relâche bien volontiers. Parfois ça passe, parfois c'est bruyant. Il y a des pétomanes célèbres. Il y a eu Saint-Augustin était pétomane, Roland le péteur protégé d'Henri II était pétomane, ouais. Et surtout il y a eu Joseph Pujol qui savait jouer le clair de la lune en pétant. Qui a été une énorme star, il a gagné des millions des millions ce mec. Je ne joue pas de musique avec mon cul. Ah, vous savez pas jouer non, je dégaze, c'est tout, je ne fais que dégazer. Ah, vous ne faites pas de dégazer. Mais par contre, je dégaze dès que j'ai le besoin de dégazer. C'est dommage. Passionnant cette Ah, vous avez fait aussi Qui peut battre quand Benjamin Castaldi. Qui peut battre? Qui peut battre? Qui peut battre? Qui peut battre Benjamin Castaldi? Vous avez fait 6 semaines d'entraînement pour devenir intelligent. Non, pour devenir musclé. Et intelligent. Il y avait des questions de culture générale. J'ai pas besoin de culture générale, je suis imbattable et je suis très intelligent. Oui, ça c'est Eric Nolot qui m'a dit ça. Ouais, donc j'ai pas de problème avec ça. Par contre, je me suis préparé physiquement. Ouais. Et c'est dur 6 mois pour... Non, 6 semaines.
Ah, 6 semaines. Vous avez dit 6 semaines il y a une seconde. Et vous avez une mémoire de poisson rouge, moi. Et ça s'est bien passé l'émission ou pas? J'étais producteur, mais on m'a demandé de perdre, ce qui m'a fait chier. Parce que j'étais en tête, je l'avais écrasé. C'est con, alors on vous a demandé, ouais. Fais-toi péter la gueule. J'ai perdu en fait, c'est dommage. Ah, parce que c'est le jeu, pour que ça marche bien, il fallait perdre. Je l'ai laissé gagner, c'est une connerie, j'aurais pas dû d'ailleurs. J'aurais dû faire la revanche après. Alors maintenant, on va passer pas à des trucs moins drôles. Quand vous faites escroquer, vous pesez 110 kilos, vous dites je me haïssais, et il y a un mec qui vous sort de la merde, c'est Michel Drucker. Alors, quand je commence chez Drucker, j'ai reperdu un peu de poids, sinon je pense que j'aurais pas fait de télé. Mais oui, moi à 18 ans, je faisais 100 kilos. Ouais. C'est Géraldine Maillet qui m'a expliqué que vous aviez une obsession pour le poids. Mais j'ai toujours une obsession pour le poids. Elle dit... Quand tu as été gros une fois... Ouais. À vie, tu te vois gros. Même si tu fais, c'est pas des anorexiques. Un mec qui a fait 100 kilos, même s'il fait 40 kilos, son œil voit un mec de 100 kilos. Mais il paraît que ils avaient avec des Tupperware. Et selon l'heure à laquelle vous avez avec le Tupperware sur le plateau de Touche pas à mon poste, ça veut dire dans quel état vous êtes. Géraldine Maillet m'a raconté tout en détail sur votre façon de manger des poireaux et des courgettes. Moi, je peux faire. Moi, quand je suis en sèche, je vais manger toutes les 4 heures des protéines, des machins. L'année dernière, j'ai fait une connerie. Je me suis préparé comme un bodybuilder. J'ai pris 15 kilos de muscle, c'était devenu une vache, c'était horrible, enfin un bœuf plutôt, c'était horrible, c'était atroce. Oui, mais vous avez un rapport compliqué avec la nourriture. Géraldine Maillet a raison. Très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Bon, alors grâce à Drucker, quand même, vous interviewez Stallone. Ouais. J'ai eu tout le monde. Bruce Willis. Bah oui, Kevin Costner aussi. Kevin Costner. Oui. Jodie Foster. Robert De Niro. C'était Al Pacino. Studio Gabriel. J'ai tous eu, c'est ça. Studio Gabriel, c'était. Ouais. Studio Gabriel. Studio Gabriel, c'est pas pareil. Studio Gabriel. Il vous manque des mots. Il me manque des lettres. C'est ça. Nous allons faire des chiffres, des mots et des lettres, et on fera une belle émission ensemble. D'accord. Ah, vous avez même fait Motus. Ah oui, mais qui est une catastrophe. Pourquoi? Vous avez raté les boules? Mais je n'avais pas. D'abord, je suis très mauvais. Non. Vous avez eu les boules. Je suis très bon en boules, mais je suis très mauvais en orthographe. Donc, mais très mauvais. Ah ouais? Moi, j'écris les enfants chantent ES. Donc, c'est vous dire. Ouais. Si je fais pas attention, après, je sais que c'est pas ça, mais j'écris assez instinctivement. Donc, je ne suis très mauvais en orthographe. Donc, on peut vous faire signer un contrat écrit n'importe comment. Ah oui, rapidement. Je vais pas corriger les fautes d'orthographe, vous inquiétez pas. Mais non, j'étais tellement mauvais dans Motus que l'émission n'a pas été diffusée, c'est vous dire. C'est très drôle. Et que le meilleur gagne, ça a été diffusé? Ah oui, mais là, j'avais 17 ans ou 18 ans. Et pourquoi vous n'avez pas fait Une famille en or alors que vous avez une famille en or? Vous imaginez ma famille dans Une famille en or quand même? Pas déconner quand même. Imagine pas déconner quand même. Montant signoret. Le mec. Alors vous êtes sérieux là? Non mais c'est quoi cette émission Une nuit par deux Chavannes où il y a les deux familles qui se confrontent à la con? Une famille en or. Ah, Une famille en or, oui, c'est ça. C'est ça. C'est que le mec il parle de l'émission il y a une seconde, mais il s'en rappelle. J'ai pas la télé. Ah, c'est ça. Alors, ce qui est terrible, c'est quand vous faites Secret Story, vous avez en même temps tous les soirs tous les huissiers de France au cul. Tous les huissiers de France au cul. Alors ça se passe comment? En 2011, il paraît que pour Noël, vous avez 20 € en liquide. En 2011, j'ai pas 20 €. Je vais pour payer les cadeaux de Noël. La carte, elle passe pas. Ouais, c'est ça. J'ai plus d'oseille du tout. Alors, vous êtes passé, parce qu'avant, vous avez eu une maison de 1000 mètres carrés, je crois. Non, j'avais une maison de campagne, moi. Une grande maison. Une grande maison, mais... 1000 mètres carrés. Je sais pas, 800 mètres carrés peut-être, j'en sais rien. J'aime bien le mec qui dit pas du tout 1000 mètres carrés, je suis pas riche, moi. 800 800 mètres carrés. Non, mais c'est en fait, j'ai pas vu arriver l'ouragan, et en fait, quand l'ouragan était là, j'ai eu 6 mois très compliqués. Vous aviez combien de voitures avant et combien de voitures après? Je sais pas, j'en avais 7 ou 8 avant. 7 Ferrari? Non, mais non, c'est complètement con. J'avais une Ferrari, une Jaguar, une Aston Martin, une Porsche. Ouais, même pas une Fiat Panda. Bah non, c'est moche une Fiat Panda. Et maintenant, vous avez une quoi? J'ai plus de voiture. Vous avez plus de voiture. Non. Et vous habitez en 30 mètres carrés? Non, ça va. J'habite dans un appartement correct. Enfin, je suis locataire. Hein. Mais est-ce que c'est pas vos divorces aussi qui vous ont ruiné? Ça n'a pas aidé, ça. Ça n'a pas aidé. Oui, d'ailleurs, le linge, même très sale, ne se lave pas en public. C'est vrai. C'est une nouvelle citation. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, je la reconnais, celle-là. Vous connaissez avoir écrit? Quand elles sont bien faites, je les reconnais, ouais.
Et alors là, mais quand vous êtes remonté la pente, parce qu'on a tout perdu, c'est horrible. En plus, c'était une maison, je crois, où vous alliez en hélicoptère. Ah non, ça c'était la première. La première, vous passez tous les jours, vous preniez l'hélico. Ça, j'avais une maison qui était à Verdeville. Ouais, voilà. Ouais. Celle-là, je l'ai laissée à mon deuxième divorce. 12e niveau. Deuxième. Non, là, j'ai un hélico. Oui, parce que et ça, c'est encore une légende. J'avais demandé, comme quoi tu vois, les gens sont des vrais enfoirés. J'étais à TF1. J'avais dit, écoutez, moi, je veux bien faire votre émission, mais il se trouve que j'ai divorcé et mon fils, il est un peu perturbé. Il faut que je sois à la rentrée pour le coucher. Comme c'était à 200 km et que je finissais à 19h, comment faire en 1 heure 250 km? Quelle est la seule solution? Je pose la question. L'hélicoptère. J'aime bien parce que vous allez au bar PMU, tout le monde va vous répondre l'hélicoptère, évidemment. Donc, hier j'en ai pris un d'ailleurs pour aller faire mon balayage. J'aime bien votre façon, votre goût de l'évidence. Donc j'ai demandé à TF1 de payer la moitié de l'hélico et moi l'autre moitié. Donc je rentrais le soir chez moi en hélico. Est-ce que vous pouvez ne pas répondre à la question, est-ce que dans les années sombres, dans les années où vous êtes tombé bien bas, les années où vous avez perdu du fric, où ça s'est mal passé, est-ce que vous êtes ça vous est arrivé, vous l'avez jamais dit nulle part, est-ce que vous avez déjà touché un peu à la drogue ou Bien sûr, mais j'avais pas besoin d'être dans les années sombres pour ça. Parce que quand tu es dans les années sombres, on a... Tout le temps d'ailleurs, il y a 10 minutes. Il y a 10 minutes. Non, alors moi, je suis pas du tout... alors paradoxalement, je suis pas addictif. D'accord. Donc je suis... vous avez essayé. J'ai essayé, mais surtout, j'ai un instinct de survie très prononcé. Ok. C'est-à-dire que quand je me sens moins en danger, j'ai très peur. Okay. Là, j'ai une grosse moto. Je vais pas rouler à 300 à l'heure, par exemple. Je vais faire gaffe. Je vais déconner, mais jamais déconner au-delà du raisonnable. Tu vois, quand j'avais 25 ans, que je sortais avec une clique très célèbre, Palmade, Billard et compagnie, je me fixais comme règle, à 3 heures, tu rentres chez toi. Et à 3 heures, j'étais chez moi. Mais vous pouviez prendre de la drogue plusieurs fois par semaine ou une fois tous les ans? Non, une fois tous les 3 mois, 4 mois. Mais quand ça passait, quand l'occasion se présentait. Mais ceux qui disent non, ce sont des menteurs. Oui, bien sûr. Voilà, donc moi je dis oui. Enfin, Palmade, c'était plus tous les soirs, non? Palmade, c'est son procès. Ça, lui, c'est une addiction. Oui, c'était pas addictif. Non, j'étais pas addictif, non. Et vous avez pas pris des drogues très dures? Non, j'ai pas pris j'ai tout ce qui est chimique, LSD, MDMA, MDE, Nictam, ABC, EFG, BAC, BAC, la BAC, je déteste les pétards. Je déteste les pétards. Ah, j'aime aussi. J'ai pas ça. J'ai jamais compris. Voilà, j'ai l'héroïne. Une fois, j'ai failli crever. Vous avez pris une fois de l'héroïne? J'ai failli crever. Vous êtes piqué? Non, ça va pas, non. T'imagines? C'est vrai que Benjamin Castaldi tout d'un coup déclare dans une interview de merde à 15h oui, je me suis piqué à l'héroïne juste avant de venir. Non, j'ai essayé ça une fois, j'ai cru crever. Tout le reste, champignons, extra, j'ai très peur. Un peu de cocaïne, quoi. De temps en temps, ouais, ça m'est arrivé. Mais j'ai très peur. Depuis combien d'années? Comment? Plus depuis combien d'années? Oh, non, pas plus de combien d'années, ça m'est arrivé il y a pas, il y a 5 ans, 6 ans, j'en sais pas, quand ça passe. Voilà, mais c'est moins tendance maintenant, c'est moins à la mode. Ben, c'est quoi là, ce qu'il y a à la mode? Je sais pas, ils prennent de la kétamine, je crois. Ah, c'est le truc que prend Buck BD. Kétamine, j'ai jamais compris. C'est un anesthésiant pour cheval, ça me fait peur parce que je suis pas un cheval. Kétamine, je pense que tu peux crever avec la kétamine. Je pense que non, tes drogues, c'est fentanyl, c'est des trucs, c'est de quoi est mort Prince, qui est terrible. C'est terrible, non, mais c'est-à-dire, moi, voilà, les drogues, c'est peut-être très bien, mais si tu vas très bien, c'est bien, mais dès que tu as un coup de mou, c'est très dangereux. Ouais, mais maintenant les drogues, genre les gens ils prennent une fois du fentanyl, ils crèvent. Ah oui. Et surtout, je crois qu'il y a un cocktail qui est très à la mode, c'est kétamine, tabasco, Viagra. Ouais, mais imaginez, ils vont crever, les mecs, ils sont fous. Non, j'ai pas envie de crever, moi. Moi, je fais 5 heures de sport par semaine, tu vois, donc je suis plutôt sur le sport que sur la drogue, en fait. Bonjour, Castaldi. C'est fini? Enfin! Ah, putain, merde! Ouf! Il est 15, bravo! Il est 15, on a fait pile 45 minutes! Merci beaucoup! Bonjour, Castaldi, merci beaucoup! Samuel qui a préparé cette émission. Merci beaucoup à Thomas qui l'a réalisé. Mais qui sont tous ces gens, en fait? Personne. Des hommes dans la foule, des inconnus, les plus anonymes possibles. C'est Grand Blanc Inconnu sur Noir. D'accord. Non, des fans. Des fans de vous. Ah oui, très bien. Okay. Merci à beaucoup à tous. Merci beaucoup à Benjamin Castaldi. Merci à vous. Salut et fraternité.